Bonjour et bienvenue à cet autre balado Saumon Québec, produit par la Fédération québécoise du saumon atlantique. Nous sommes dans les magnifiques studios de production 35 mm. Je suis en compagnie de la charmante directrice générale de la FQSA, ma co-animatrice Myriam Bergeron. Salut Louis. Écoute, encore deux invités extraordinaires, vraiment passionnés, deux passionnés. Je te laisse les présenter. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un beau sujet. Je pense que ça va être très intéressant pour nos auditeurs. Oui. Les enjeux du saumon en rivière. Et pour ça, on a deux invités vraiment en or que je suis très heureuse d'accueillir. Donc, Normand Bergeron, qui est professeur-chercheur à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et directeur du Centre Eau-Terre Environnement. Ça? Non. 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 Bon, zut de flûte. Je veux pas être directeur du centre. OK. Je suis directeur du CIRSA, mais Directeur pas... du CIRSA. Ouais, Excusez. mais pas de l'INRS. Directeur du CIRSA, donc Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique. Ça en fait beaucoup à se rappeler. Ça doit être lourd comme... Ah, Il y a des jours, hein, c'est dur de se lever le matin. Et on accueille aussi Caroline Guillis, donc qui est directrice de recherche. Puis je vais te laisser dire le nouveau nom de ton organisation. Ben oui, donc moi je travaille au Gaspégoac Mi'kmaq Resource Council, mais on a changé de nom la semaine dernière et on s'appelle maintenant Gaspégoagui Institute of Natural Understanding et l'acronyme c'est GINU, ce qui est un mot Mi'kmaq qui veut dire nous. Peut-être qu'on peut justement démystifier. En étant dans le domaine, on connaît bien ton organisation et on te connaît bien toi, mais peut-être tu peux nous expliquer quelle est ton organisation puis quelle est sa mission. Parfait. Bien, dans le fond, nous, on est un PAGRAO. Donc, en français, c'est un programme autochtone de la gestion des ressources océaniques. C'est principalement financé par Pêche Océan Canada, mais on va chercher des sources de financement ailleurs, dans des fondations, puis dans d'autres programmes là, offerts par les différents niveaux de gouvernement. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de s'assurer que les écosystèmes dans lesquels on vit vont continuer à fleurir ou à être en bonne santé pour les prochaines 7 générations. Wow. Hey, ça, c'est des visions qu'on a absolument, des visions politiques à court terme, mais c'est le fun d'entendre cette génération. Normand, est-ce qu'on peut démythifier? Moi, j'aurais aimé ça, j'ai plein de questions pour vous autres, on y reviendra tantôt, mais démythifier en fait ces deux grands organismes-là aussi, parce que, tu sais, là, on s'adresse à des pêcheurs et des pêcheuses. Moi, je vais faire l'avocat du diable ou le pêcheur de service aujourd'hui, mais l'INRS puis la CIRSA, là, qu'est-ce que ça mange en hiver? mais l'INRS, c'est une université. Ouais. C'est juste C'est ça. Institut national de la recherche scientifique. La seule distinction, quand même, ça vaut la peine, c'est qu'on n'a pas d'enseignement au baccalauréat. On a juste des études, des diplômes de maîtrise, doctorat. Fait que c'est des études graduées, fait qu'on fait moins d'enseignement, plus de recherche. Fait que, mais sinon, c'est une université comme une autre, là. Et puis le CIRSA, c'est le Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique. Ça, c'est un regroupement de chercheurs, chercheuses. Va-tu falloir que je... Non, on va à chaque fois. Parce que... on peut parler. Disons chercheuse, ça va englober chercheur. J'aime chercheur. Chercheur, comme les autrices, les chercheriches. Ouais. Qui sont intéressés par le saumon et son habitat. Fait que je pourrais refaire l'historique, mais en gros, là, ça a été créé dans les années 90 à l'initiative, à l'époque de Alcan, qui avait décidé qui a approché les professeurs d'université de différentes au Québec, puis qui a dit, ça vous tente de travailler sur la thématique du saumon, puis on va vous donner une station de recherche. Fait que là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Sacré-Cœur, il y a une station de recherche sur le bord de la rivière Sainte-Marguerite. Et puis, il y a eu du financement de recherche, tout ça. Fait que ça a été comme l'élément déclencheur, la création de ce groupe-là, qui, moi, je trouve, incroyablement contribué à former la relève, les gens qui s'occupent du saumon actuellement, quand on se promène, les ministères, les compagnies privées, les universités, c'est tous des gens qui sont passés par le CIRSA, puis que maintenant, c'est comme une relève vraiment des gens super qualifiés, qui ont une connaissance pointue, souvent d'un aspect du saumon. Mais je pense que la plus belle affaire, je pense, du CIRSA, c'est que vu qu'on avait une station de recherche pendant plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, tous les étés, il devait y avoir peut-être une trentaine d'étudiants qui passaient l'été là-bas, mais sur des sujets différents. Donc, connexes. tout le monde, ouais. Il y avait des géomorphologues, il y avait des biologistes, il y avait des généticiens, il y avait des choses. Puis, il y a comme quelque chose qui se produisait à chaque année. Les gens allaient s'aider sur un projet. Et là, fait qu'ils apprenaient, quand tu passes tes 3-4 jours sur le terrain avec quelqu'un,
à faire son projet de recherche, ben tu comprends pourquoi ils ramassent les données, comment ils font, tout ça. Fait que ça a créé des gens qui ont une connaissance assez, je dirais, multidisciplinaire. Pas pointue, mais au moins ils savent que... Moins en silo que ce qu'on a vu peut-être par les années passées. Là. Puis ça a créé ce que moi j'appelle la mafia CIRSA. Là. Fait que... Ah ouais, OK. Le monde, ils ont des codes, des tags secrets. Mais tu sais, mettons, je sais pas, tu es d'un ministère, puis tu as besoin d'une information. Tu dis, ah oui, telle personne, je sais qu'elle a travaillé là-dessus, puis tu la connais, tu sais. T'as fait un feu autour, t'as bu de la bière autour du feu de camp le soir avec, là, fait que ça a créé une espèce de chimie entre les gens, puis je pense que c'est une des belles contributions de CIRSA. Puis là, tu sais, tout passe, ça marche par vague, hein, mais pour les étudiants, mais pour les professeurs aussi. Fait qu'il y a beaucoup de professeurs du groupe original qui s'en vont à la retraite, ou des fois les intérêts se sont éloignés. Mais là, il y a un nouveau groupe, là... il y a des gens, Eva Enders qui est arrivée à l'INRS, Emmanuel Chrétien qui prend un poste à l'UQAR cet automne, Olivier Morissette à Chicoutimi, David Deslauriers. Fait qu'il y a tout un groupe de gens qui va comme revitaliser le CIRSA parce que... Ben, des élèves à toi, en fait, c'est ça aussi? Ou en fait, Caroline en était une, en fait? Oui. Jeune élève, donc inspirée en partie par vos parcours. C'est ce qui est beau dans les profils universitaires, en fait, c'est qu'il y a des rencontres, en fait, puis, tu sais, dans la recherche, il y a ça aussi. Je suis juste curieux de demander, Caroline, toi, tu viens quand même, bon, la rivière Restigouche, dans ce coin-là, tu avais une patte d'un bord puis une patte de l'autre, ce que je comprends bien avec tes familles, là, tu sais, mais donc, tu as passé ta jeune... Pour avoir cette passion-là d'avoir les pieds dans l'eau puis de se questionner sur le territoire, et tu viens-tu d'une famille de pêcheurs, de gens qui étaient dans la nature déjà, ou tu es le mouton noir de cette famille-là? Non, bien en fait, ma famille est arrivée sur la rivière Restigouche en 1828. Il y avait un grand feu à Miramichi. Donc, tous les colons écossais ont monté vers le nord. Puis, il y a plusieurs familles qui se sont installées dans la Restigouche. Donc, sont là dans le même secteur, là, à Riverside, depuis 1828. Puis, depuis ce moment-là, dans le 1880 à peu près, là, les Américains commencent à arriver là, pour se faire guider sur la Restigouche. Donc, plusieurs camps qui ont commencé à se faire construire, dont le premier camp qui était le camp Harmonie, qui est juste en face de où on avait la ferme familiale. Donc, tu sais, ma famille est impliquée dans les camps de pêche et encore aujourd'hui, là, en tant que gestionnaire, gérant, guide, cuisinier. Donc, tout le monde est un peu interconnecté là, dans le secteur au saumon. Donc, tout le monde dans ma famille travaille sur le saumon. Donc, c'est ça. Donc, ça jase de saumon pas mal quand... Pas mal. Puis, tu sais, moi, je voulais pas aller travailler dans un camp de pêche. Fait que j'ai fait, je vais aller en sciences. Puis j'ai toujours été intéressée par la science. Puis là, c'est ça. J'ai commencé à l'UQAR, à Rimouski, puis après ça... Mais ce qui est drôle, en fait, dans ton parcours, c'est que c'est très rare, je pense, Myriam, tu peux me corriger, qu'on ait des chercheurs comme toi qui sont attachés à une communauté plutôt qu'à soit une université ou soit même des grandes entreprises, peut-être, qui ont des liens, mais... Donc, c'est au Québec, je ne sais pas, en tout cas, mais toi, tu es une exception dans tout ça, là, tu sais, de rattacher à ta communauté. Ça doit être encore plus... tu dois avoir encore envie plus de t'impliquer, surtout quand tu sais qu'au party de Noël, tu vois des histoires de guides qui te disent « Coudonc, il y a eu moins de saumon noir cette année. Ouais, coudonc, il y a eu moins de grosses faces cette année. » Oui, non, on a pas mal le pouls sur le secteur. Puis c'est vraiment bien de travailler dans un milieu où tu as grandi parce que tu connais tous les raccoins de la rivière, tu connais vraiment bien le bassin versant, tu connais bien les gens, les intervenants. Fait que c'est vraiment super d'avoir été à l'école, d'avoir appris plein de choses, puis de revenir, puis faire bénéficier ça dans la région, puis de faire un genre de pôle de recherche, un pôle d'expertise, attirer des gens, attirer des ressources, puis développer ces expertises-là en région pour la région. Ouais, pour la région. Ouais. Puis Normand, toi, étais-tu aussi un jeune homme qui se promenait avec son filet puis qui allait dans les fonds de rivière chercher 3-4 batraciens puis 3-4 affaires, puis tu viens-tu d'une famille de Pas pantoute. De trappeurs? Non, pas pantoute? Non, moi j'ai grandi à Saint-Michel, à Montréal. Puis ce qui se passe... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi je suis un gars d'Hochelaga, c'est qu'en partie maintenant. Là, ouais. Je connais le hood. Il n'y a pas beaucoup de saumon dans Saint-Michel. Non. C'était moins tough dans ce temps-là. Ouais. Maintenant, c'était ouvrier, mais c'était bien correct, là, tu sais. Mais n'empêche qu'on était en ville, mais 2 semaines par année, on louait le chalet de mon oncle à Saint-Élie-Caxton, sur le bord, avant que Fred Pellerin... Avant la
bien meilleur avant Fred Pellerin. Ce village-là, tout le monde en parle. Ben, c'est ça. Avant, les lutins, là. Ben oui, là, il y a trop de monde. Les là, traverses de lutins. C'est rendu commercial, là. Ah, le refuge thermique d'un lutin, qu'est-ce que c'est exactement? Mais... c'est un beau coin, là, à Mauricie, là. Ouais, fait qu'on allait, puis le chalet était sur le bord d'un tributaire de la rivière du Loup, puis je me souviens, mon père n'était pas tellement pêcheur ou tout ça, tu sais, mais il savait que j'aimais ça, puis on allait... Puis je sais pas pourquoi ça m'est resté dans la tête, là, mais c'était pas très profond, on mettait des waders ou quand il faisait chaud, puis on y allait en espadrille, puis on rentrait dans l'eau, puis on marchait, puis là il y avait des petites fosses, puis là on pêchait la truite, là, tu sais, puis là je lançais ma ligne dans une petite dépression en arrière de la roche, puis ça. Puis là on dirait que ça a marqué, j'adorais faire ça, là, tu sais, aller pêcher, puis je savais pas qu'est-ce qui découlerait de ça, mais... je savais que ça m'intéressait, puis à un moment donné, je peux continuer, là, je me suis dit, moi je vais étudier en géographie, puis je savais que j'aimais le milieu terrestre, l'environnement, puis tout ça, puis je savais pas trop là, l'écologie dans ce temps-là, je savais pas trop, juste c'est la géographie. Puis dans un des cours au bac, le prof nous amène sur le terrain pour une sortie, puis c'est un tout petit ruisseau, là, tu sais, puis il y a des fosses, puis il y a des petits rapides. Puis là, il dit, fait que là, nous autres, ben là, on fait des recherches, on mesure les vitesses de courant, la profondeur. Puis là, à un moment donné, je le regarde, je dis, on peut gagner sa vie à faire ça? Tu sais, à être dans la rivière, tu sais, dans la chose, là, ça fait cling! Tu sais, là, je voyais, wow! Tu sais, OK, là, fait que là, j'ai continué... à la maîtrise avec lui. Puis là, j'ai continué. Avec ma formation était vraiment, moi, sur les rivières. Moi, je trouve les rivières en premier, là, avant le poisson qui vit dans les rivières. Ouais. Fait que moi, je suis pas un biologiste. C'est plus un géomorphologue. Là. Je suis plus... mais des fois, je dis que je suis un wannabe biologist. Là, que genre... mais c'est ça, mais au fil des années, quand même, tu as comme intégré le saumon, puis tu as fait beaucoup d'études axées justement sur l'habitat, tout ça, comme comment le saumon est arrivé? J'ai eu une deuxième épiphanie, c'est que pendant que je faisais mon doctorat, seulement encore sur les cours d'eau de montagne, là, l'hydraulique, tout ça, mais après mon doctorat, ils m'ont offert d'aller commencer un postdoc à Logan, Utah, pour travailler avec des biologistes sur une espèce de poisson en danger d'extinction, le Colorado squawfish. Là, Puis là, je suis arrivé là-bas, puis moi, j'étais comme géomorphologue, puis je voyais des biologistes, puis je voyais que ça fitait ensemble, là, parce que la dynamique des rivières, c'est le lieu c'est le lieu de vie des poissons, là, t'sais. Puis là, ça a fait un deuxième clink, là, je me revoyais, quand j'allais pêcher à Saint-Élie, dans le petit ruisseau, les fosses, tout ça. Fait que là, je dis, OK, j'aimais les rivières, j'aime le côté dynamique des rivières. Ouais. On dirait vivant. Oui, ça bouge tout le temps, il y a quelque chose de... Puis ce qui est, en termes de processus aussi, c'est le fun, parce que c'est pas statique. Là. C'est pas comme, mettons, si tu fais de la géologie structurale, là, c'est quelque chose qui s'est passé en dessous de des plissements, d'écorce terrestre qui a eu lieu, mais là, ça change. Tu peux mesurer les affaires, là. Tu peux voir comment ça érode. Ça. Puis, fait que là, ça, je me suis dit, ça m'intéresse. Puis pendant que j'étais là-bas en Utah, j'ai eu un offre pour venir à l'INRS travailler. Puis là, je me suis dit, il faudrait que je développe quelque chose dans ce créneau-là. Je suis allé voir Julian Dodson, qui était directeur du centre du CIRSA à l'époque. Puis je dis, écoute, j'aimerais ça travailler sur le poisson. Au début, c'était pas clair dans ma tête que c'était le saumon en tant que tel. Mais là, il m'a dit, il m'a ouvert les portes. Puis j'ai commencé, même si j'avais pas d'expérience vraiment très développée là-dessus. Mais à la limite, les chercheurs à l'original du CIRSA, c'était pas des spécialistes du saumon, là. C'était des biologistes. Il y en a une couple qui avait travaillé un peu sur le saumon, mais pas tant que ça. Mais tu sais, mais moi, c'est ça que je trouve vraiment beau, en fait, de la science autour du saumon, là. En fait, au moment où on enregistre, on va commencer la 2e édition du forum sur les savoirs, le forum des savoirs sur le saumon atlantique, pardon, qui vise justement à mettre en commun différents savoir, autant le savoir académique, le savoir pratique, le savoir des traditionnels, ou le savoir étudiant, puis avec toutes des spécificités différentes, puis des approches différentes qui fait en sorte que quand on travaille sur le saumon, c'est très innovant dans l'approche de recherche, plus dans sa globalité, mais tout le temps autour du saumon. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de richesse autour de la science qui se fait autour du saumon. Il y a une raison un peu terre à terre, là. C'est qu'il y a de l'argent pour étudier le saumon.
Si tu te dis que tu veux travailler sur le chabot visqueux, là, je m'excuse, mais le financement de recherche, tu n'auras pas grand-chose. Fait que, vu que... C'est-tu parce qu'il y a des ministres qui pêchent le saumon dans les grands camps de pêche? Aussi. Non, mais c'est vrai, parce que c'est Non, il y pas... a des ministres qui... Puis il y a beaucoup de gens très influents qui pêchent le saumon, qui sont oui. capables, qui ont du torque, qui sont capables... Puis, fine, c'est le fun, c'est super, oui. tu sais. Ben oui. Mais, tu sais, je pense que ça permet qu'il y a beaucoup, justement, d'innovation qui se fait. Je pense que le saumon drive un peu la recherche sur toutes les espèces de poissons aussi. Parce que... C'est le roi des rivières. C'est le roi, c'est le salmo salar. C'est son parcours, son histoire, sa vie, en fait. C'est assez... Je sais pas si c'est fréquent dans le monde animal, mais peut-être, Caroline, tu peux prendre on a bien des clichés, nous, les pêcheurs, les pêcheuses, sur la vie d'un saumon. Mettons qu'on fait un résumé rapide de ça. Là. Le saumon... il naît en rivière. Tout à fait. Ben c'est ça, dans le fond, c'est tout le cycle de vie et principalement en rivière. Il va seulement en mer lorsqu'il devient un smolt. Donc, ça part, il monte en rivière, mettons qu'on part à l'adulte, là, puis il met les œufs dans la frayère. Donc là, les œufs, ils vont passer l'hiver dans la frayère. Après ça, ils vont S'ils sortir. survivent à la grande flotte du printemps, puis ils partent pas avec un bloc de glace, ouais. Souvent, par exemple, la rivière Estigouche, là, les débarques de glace sont assez impressionnantes. Fait que si le saumon survit cette première étape-là, il va devenir un alevin, il va émerger du substrat, puis là, il va commencer à s'alimenter dans les rivières sur la dérive. Ensuite, il va grandir pendant 2 à 3 ans en rivière, en se nourrissant là, dans les radiers, dans les eaux un peu moins profondes. Puis ensuite, il va se mollifier, donc il va s'adapter au milieu salin. Donc ça, c'est un processus qui est très taxant pour le poisson. Puis il y a d'autres menaces là, qui peuvent nuire lors de la dévalaison. Donc, il y a des prédateurs. Si le pH devient moindrement acide, ça peut changer la dynamique des enzymes au niveau des branchies. Il peut y avoir des mortalités plus importantes dans les estuaires, dans le début de migration. Puis après ça, ben, ils vont dans le golfe du Saint-Laurent, ils passent par le détroit de Belle-Île, ils s'en vont jusqu'au Groenland. Ils vont grandir, ils vont se nourrir, ils vont grandir énormément dans la première année. Donc, ils vont passer d'un smolt qui est à peu près 13 cm, puis il va revenir soit 1 an après en tant que Madeleino, un grill. Puis un grill, c'est en bas de 63 cm, c'est ça. C'est impressionnant. Oui, c'est ça. Fait que ça grandit de 50 cm en même pas, en moins d'1 an, en fait. Puis s'ils choisissent de rester en mer jusqu'à 2 ans, nous, dans la Restigouche, quand ils reviennent en tant que 5 ans, ils ont environ entre 80 et 85 cm. Yes. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ils ne se promènent pas en banc non plus quand ils sortent pour aller en mer. Ils suivent un peu, ils se suivent, regardent de loin. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que, tu sais, on a fait du marquage de télémétrie des saumonaux un peu partout dans différentes rivières avec d'autres collaborateurs. Puis, ce qu'on voit dans les données, c'est que même s'il y a des smolts qui sortent de la Cascapédia, de la Restigouche, de la Miramichi, ils vont tous se rencontrer dans le golfe ensemble. Et ils vont faire la migration ensemble. Ah, OK. Donc, en rivière, c'est des poissons qui n'aiment pas nécessairement être en banc. Normalement, sont quand même très territoriaux. Ils vont défendre leur petite roche, là. Puis, mais dès qu'ils partent en smolt, ben, ils font des bancs de migration, là. Il y en a qui reviennent en rivière puis qui retournent en mer. Tout à fait. Pour un deuxième périple. Oui, puis les saumons qui, frais à l'automne, passent l'hiver sous la glace. Au printemps, après la débarque, ben on les considère des saumons noirs. Donc, c'est des saumons qui ont une génétique assez impressionnante. C'est des saumons qui ont survécu tout ça, tout le cycle de vie. Ils ont survécu la mer, ils ont survécu le retour en rivière, ils ont survécu l'hiver, ils sont maigres, ils ont faim. Puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est retourner en mer, se reconditionner, puis revenir. Vous les attrapez puis vous les marquez. On les marque. Merci beaucoup. Ben oui, on veut savoir où ils vont, puis c'est vraiment précieux, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, toi, t'as travaillé beaucoup, là, c'est Saumon Noir. J'ai l'impression que, en tout cas, t'es un peu Miss Saumon Noir du Québec. Miss Didimo, Miss Saumon Noir, on sait plus comment l'appeler. C'est tellement intéressant, puis tellement... j'ai l'impression qu'on connaît peu le Saumon Noir, puis moi, ça m'impressionne tellement de les voir au printemps, justement, décharnés, mais avec...
il y a quand même un haut pourcentage. Là. C'est impressionnant de voir le nombre qui vont aller se reconditionner puis revenir. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez découvert là-dessus? Ben, il y en a plein, en fait, des fun facts, mettons, des saumons noirs. Il y en a qui ont différentes stratégies reproductives. Puis c'est ça qui fait la richesse génétique d'une population, c'est que les saumons vont pas toutes faire la même affaire. Puis ça, c'est vraiment important. Fait qu'il y a des saumons qui vont partir. On en avait tagué un mi-avril. Il est parti, est allé jusqu'au large d'Anticosti s'alimenter et est revenu en juillet de la même année. Donc ça, on appelle ça un reproducteur consécutif. Puis sinon, t'en as qui vont dire, ben moi, pour me reconditionner, il faut vraiment que j'aille en mer une autre année complète. Ça va être des reproducteurs alternes. Donc, ils vont venir une année sur 2 au lieu de revenir directement. Mais c'est fou, là, la qualité... Il a reviré de bord Anticosti. Il a reviré de bord Anticosti. Il s'est dit, je t'avais spoté une à la fosse du bio. Je vais revenir voir si... j'ai mangé un peu, là. Je me suis pris un snack. C'est ça. J'ai retrouvé de la force. Fait que c'est vraiment comme un choix, en fait. C'est un trade-off entre la menace potentielle de mourir en mer ou de revenir se reproduire. Puis la qualité des œufs aussi, des saumons qui ont déjà frayé une fois. Donc, s'ils sont rendus à leur deuxième frai, ils ont des œufs plus gros. Donc, la survie de ces œufs-là sont plus importants dans le futur. Fun fact. Oui. Ah oui, on va être rendu dans les faits plaisants. Saviez-vous que les saumons peuvent se reproduire sans aller en mer aussi? Avez-vous entendu parler des tacons précoces? Un peu, oui. Mon Dieu, attendez une minute, scoop! J'aimerais ça qu'on mette une bannière, François, là, parce que là, c'est un nouveau mot. Tacon précoce, ouais. On va changer la télé pour Puis, ça. peut-être mettre un warning. Parce que s'il y a des gens en bas de 12 ans, là, j'aimerais ça que vous alliez voir votre parent tout de suite. Mais tu parles de toutes les différentes stratégies qui existent. Ben, il y en a une. On sait. Tacon précoce. Parce que moi, mon surnom, c'est Gros Saumon Privé. Mais là, je pense que je vais changer pour Tacon précoce. Je trouve ça. C'est pas une ligne payante d'un bar, par exemple. Ah, Tacon précoce. Pour le t-shirt, je vais garder ça plus discret. On va me faire juste des porte-clés. Mais c'est qu'il y a des... le tacon, vous savez, c'est le poisson, le petit bébé qui est resté à peu près au bout de la première année, là, quand il commence à développer des petites barres noires. Mais il y en a certains des mâles qui deviennent matures, c'est-à-dire qui développent la capacité de se reproduire en rivière. Fait que quand ça fraye sur une frayère, tu as des gros saumons adultes, des saumons saumons. Et puis tu as des juvéniles, des tacons qui sont là, puis qui vont... C'est la piste de danse qui embarque, puis commence à grover du bassin. Mais incroyable. Ce qui est bien, c'est sûr qu'ils ont moins de probabilité d'ensemencer, de fertiliser des œufs, de féconder des œufs que les gros saumons qui ont plein de laitance, tout ça. Mais il faut que tu balances ça encore par eux. Ils sont pas allés en mer, ils n'ont pas eu tous les risques de mortalité. Tu sais, c'est pas gros le pourcentage. Quand les smolts ils sortent de la rivière, le pourcentage qui revient là, en tant qu'adulte, là, c'est... Est-ce qu'on a c'est 2-3%. Ça varie, mais c'est à peu près ça. Tu peux avoir 1 million de saumonaux qui vont quitter, mais il y a 10 000 saumons qui vont revenir, là, même pas. Non, fait que c'est un ratio assez faible. Il y a comme deux façons aussi d'évaluer dans le fond ce qui se passe avec la survie des saumons. Là. C'est que tu sais que tu as tes saumons adultes qui rentrent en rivière. Fait que quand tu sais que tu as combien de femelles, combien d'adultes, tu peux estimer combien d'œufs ils vont déposer à peu près, tu sais, en fonction. Fait que, puis après, quand tu fais le suivi de la dévalaison, tu peux avoir une estimée du nombre de smolts qui retardent. Fait que c'est vraiment un input-output, là. Tu sais que tes saumons ont déposé X% d'œufs, puis tu sais combien il y en a qui sont ressortis en smolts. Fait que là, tu peux évaluer comme la survie en rivière. Puis ça, c'est vraiment contrôlé par tout ce qui se passe dans la rivière en tant que telle, la qualité de l'habitat. Puis après, tu as tes smolts qui partent. Puis si tu les estimés, puis qui reviennent en tant qu'adultes, après, tu es capable d'estimer ta survie en mer aussi. Fait qu'il y a comme 2 blocs avec des points de contrôle, dans le fond, à l'entrée et à la sortie, qui permettent de dire, OK, c'est-tu plus dans la partie en rivière ou dans la partie en mer qu'il y a de la mortalité. Puis c'est sûr que récemment, historiquement, les gens se rendent compte, avec les données qu'on a, qu'il y a beaucoup de mortalité en mer, effectivement.
Effectivement, puis tu sais, peut-être en complément pour nos auditeurs, faut savoir que ces données-là, justement, on fait beaucoup de décomptes de saumon pour les montaisons au Québec. On est assurément un des endroits qui fait le plus de décomptes avec l'approche rivière par rivière à grande échelle, mais on a aussi des rivières témoins là, qui sont la rivière Trinité sur la Côte-Nord, puis la rivière Saint-Jean en Gaspésie, pour lequel il y a toutes ces données-là qui sont prises sur des longues séries temporelles. Fait que ça nous permet vraiment d'avoir un suivi puis des données importantes pour évaluer là, c'est quoi, quels sont les impacts, où se situe la mortalité, puis quels sont les enjeux relatifs au saumon. Tu sais, compter les saumons là, dans la rivière, c'est pas juste pour savoir si on va ouvrir la pêche au grand saumon ou pas. Là. Ça sert, entre autres, à évaluer l'état de santé, combien il y a de saumons qui reviennent, puis c'est quoi le potentiel de reproduction de on le fait dans chaque rivière, hein, le compteur de la descente. Pas toutes les rivières. Il y a des rivières qui sont trop dangereuses de toute façon aussi. Oui, puis ça dépend aussi des ressources financières et humaines là, des partenaires locaux. Là. Ça dépend vraiment là, des... c'est ça dépend de grand nombre de choses. C'est certain que quand on parle de la Gaspésie, il y a quand même une certaine facilité parce qu'on voit les saumons, fait que souvent, il y a la possibilité de faire les décomptes en apnée, donc c'est moins dispendieux. Il y a certaines rivières où il y a la possibilité d'installer des barrières de décompte, notamment là, avec le ministère Environnement... lutte au changement climatique, faune et parc. Ministère de la faune. C'est ça, ministère de la faune, on va tout garder juste la faune. Mais la FQSA gère une mesure budgétaire là, où on donne là, de l'aide financière justement pour faire des décomptes, autant pour les gestionnaires de rivières que l'installation de barrières de décompte là où c'est possible. Puis il y a certaines rivières, on prend des fleuves comme la Natashquan, la Moisie. C'est tellement immense qu'on peut avoir des données partielles, mais un décompte en apnée, c'est pas possible. Puis une barrière de décompte, il y a des défis techniques puis financiers extrêmement importants. Est-ce que l'équivalent de drone, parce que je me disais, de drone mais sous-marin, est-ce que des genres de petits sous-marins là, qui auraient des caméras dessus, après ça tu regardes ça puis tu calcules, est-ce que c'est inventé ça? Oui, il y en a différents modèles. Il y en a que tu peux, c'est comme un drone où tu manipules. Là, puis qui est sous-marin, qui est sous-marin, mais sinon tu as les compteurs qui ont installé dans la Miramichi, ça s'appelle ARIS. Puis, ils ont fait des décomptes, fait que c'est plus comme un sonar. Puis là, ils détectent... Oui, mais c'est plus comme une échographie. Oui, c'est comme une échographie. Fait que tu vois les poissons passer, puis en fonction du battement de la queue ou de la forme de l'échographie, par exemple, c'est pas très précis, là. Puis c'est plein de... Oui. Mais c'est vraiment difficile à utiliser. Fait que oui, ils ont fait des développements, ils ont fait des avancées, il y a des papiers qui ont sorti dans les derniers 5 ans qui sont quand même excellents. Avec l'infrarouge, est-ce que ça serait possible de faire ça? Est-ce que la température d'un saumon à l'intérieur, je pose la question, je suis pas en train d'inventer quelque chose d'extraordinaire. Un saumon à la température de l'eau. De son environnement. De son environnement. Je m'en doutais bien parce que c'est pas chaud. C'est ça. Puis la vie en rivière, en fait, là, vous autres, vous spécialisez là-dedans. Moi, je suis un simple pêcheur, là, mais ce qu'on peut voir depuis les dernières années, là, il y a de moins en moins d'eau. C'est le constat que nous, on fait, mais je sais que ça remonte à beaucoup de choses. On a eu des discussions sur les bassins versants, sur la thermie, là, la température des rivières, sur les bons habitats et tout. Là. Je ne vous lance pas une question, mais en fait, je suis curieux de voir c'est quoi votre aire d'aller, là, votre réflexion présentement dans ça? Chaque rivière est une rivière. Oui, on peut comparer certaines choses, mais chaque rivière a ses enjeux. Il y a eu soit beaucoup de coupes forestières autour, il y a des affluents qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos rivières à saumon, dans le sens que pour nos saumons et pour notre pêche, en fait? Là, Mais en fait, les rivières... en Gaspésie, en tout cas, puis pas mal toutes les rivières sur l'aire de distribution du saumon atlantique, là, les rivières sont plus basses, les rivières sont plus chaudes, donc on voit ça dans les séries temporelles. Donc, en ayant moins de débit, il y a moins d'habitats qui sont disponibles, donc les poissons deviennent concentrés, la température augmente, fait que l'utilisation spatiale des poissons à l'intérieur de la rivière change. Donc, il y a là l'importance des refuges thermiques qui sont sur le territoire, puis qui vont être utilisés lors de stress thermique. Donc, puis tout ça est influencé par l'utilisation du sol, les changements climatiques. Donc, il y a plein d'enjeux que... Des obstacles. Des obstacles aussi, la fragmentation. Les obstacles sur la rivière. Moi, il y a un message que j'aimerais là, peut-être rappeler aux gens, là, c'est que
le saumon, à partir de l'œuf où il est déposé dans le substrat de la frayère qui a besoin d'une certaine qualité, il ne faut pas qu'il y ait trop des sédiments fins, tout ça. À toutes les étapes de sa vie, le saumon a besoin d'un habitat différent, pratiquement. C'est qu'il y a comme une... Moi, je vois, là, c'est comme une chaîne, là, tu sais. Puis tu as ton habitat qui est bon pour la reproduction. Après, pour jeune alevin qui sort, il faut qu'il puisse s'alimenter. Il ne faut pas que le courant soit trop fort. Après, les tacons, il faut qu'il y ait des bons sites d'alimentation. Il faut qu'il y ait quelque chose à manger. Après, plus vieux, il va se modifier. Puis il y a l'habitat. Il faut penser aussi... qu'est-ce qui se passe? Tu as noté les saumons juvéniles, les petits bébés saumons à l'automne, quand il commence à faire froid? On n'en voit plus. Ils disparaissent. Là, mais c'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ils se cachent dans le substrat. Parce que quand l'eau... c'est trop froid. Oui, c'est trop froid. Puis comme leur métabolisme est au ralenti, ils sont pas capables d'échapper aux prédateurs facilement. Fait que durant le jour, quand ils sont vulnérables, ils se cachent. Puis ils vont ressortir un petit peu la nuit, se dégourdir, s'alimenter un petit peu. Mais le point que je voulais faire, c'est que souvent, on n'a pas conscience de tous les différents habitats. Caroline parlait quand il va faire chaud. OK, il va falloir qu'ils utilisent les refuges thermiques parce que justement, leur corps ne peuvent pas se thermoréguler eux-mêmes, comme on dit. Nous autres, on est capable, on maintient notre corps à la même température. Mais le saumon, lui, il vit à la température dans laquelle il est. Fait que si la température ne fait pas son affaire, il faut qu'il se déplace puis qu'il trouve un endroit. Donc, il y a besoin de plusieurs habitats. Il y a une chaîne d'habitats, puis ces habitats-là, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient de bonne qualité, il faut que le poisson puisse y accéder aussi. Fait que c'est comme, là, il faut voir tout le trajet qu'un saumon de la naissance, puis là, ça, c'est juste en rivière. Après, il s'en va en mer, puis là, tu as encore des habitats d'alimentation, puis là, après, il revient. Fait que il y a plein d'endroits où ça peut fucker up. Il s'agit qu'il y ait un maillon un peu plus faible. Là. Puis souvent, on va dire « Ah oui, on va faire des fosses pour les saumons. » Oui, mais c'est pas juste ça. Là. C'est un gros paquet d'habitats différents que des fois, on voit pas puis qui sont super utiles. Tu sais, les petits tributaires, là. Souvent, ils ne sont même pas classifiés. Avec Myriam, on a cette préoccupation-là aussi. Tout à fait, que les petits tributaires ne sont pas classifiés rivière à saumon, fait qu'ils n'ont pas la même protection. Non. Mais c'est des pouponnières, tu sais, là. L'oxygène, la nourriture. Les juvéniles s'en vont. Là, peut-être qu'il n'y aura pas nécessairement de reproduction sur les plus gros tributaires des fois, mais sinon, les juvéniles, ils vont remonter là-dedans. Fait qu'il faut inclure ça dans le portrait global qu'on a du saumon. Puis moi, mon fantasme, on n'a pas encore la technologie, là, ça serait de vraiment suivre de l'œuf jusqu'au saumon qui revient, de voir sur une carte, là, partout, comment il s'est déplacé, les différents habitats qu'il a utilisés. Mais tu peux, à partir quand le saumon est assez gros, tu peux le marquer. Au début, tu peux faire de la génétique un peu, mais il n'y a comme pas encore la technologie. Mais quand même, tout ça avance. Là, c'est vrai que la connectivité entre les habitats, c'est quelque chose que tu parles beaucoup, puis c'est extrêmement important. En fait, souvent, je donne l'image, c'est bien beau d'avoir les meilleures frayères puis les meilleures aires pour les juvéniles. S'ils sont à 300 km un de l'autre, ça sert à rien. Ils sont pas connectés, fait qu'ils sont pas capables de servir à finalement permettre au saumon de faire son cycle. C'est bien beau d'habiter à Lévis puis d'avoir une job à Québec. Mais là, on va parler du vrai sujet pour qu'on est ici aujourd'hui, le troisième lien. Non, mais... Alors, on est en ligne... Non, mais puis c'est super important, puis intéressant. Je sais que tu travailles, entre autres, là, sur un peu la mise à jour de l'indice de qualité de l'habitat qui va un peu dans le sens de cette réflexion-là. Puis il y a aussi d'autres travaux de terrain qui se font, entre autres, de caractériser des tributaires avec des pêches électriques. Il y a de l'ADN environnemental qui s'en vient pour être capable de caractériser jusqu'où le saumon se rend. Puis moi, mon fantasme, c'est que la science nous arrive avec ça, puis que nous, FQSA, on puisse aussi dire, changeons le règlement pour assurer la protection de tous les habitats du saumon atlantique tout au long de son cycle de vie, puis qu'on adopte des meilleures pratiques de gestion de notre territoire en fonction de ça. Qu'est-ce qui se passe justement avec l'indice de qualité de l'habitat? Les réflexions autour de ça? Moi, quand je suis arrivé dans le monde du saumon, je me suis aperçu assez rapidement que le Québec est vraiment à l'avant-garde. Ouais. Le Québec, la gestion rivière par rivière, là, dans le fond, c'est de dire, OK, j'ai une rivière.
elle peut être petite, elle peut être grande. Fait que nécessairement, celle qui a plus de superficie d'habitat pourrait avoir un plus gros potentiel de production. Là. Évaluer c'est quoi le potentiel de production de la rivière? Combien de saumons, c'est quoi la population de saumons là? Est-ce que la population est inférieure? Est-ce qu'on peut s'attendre que cette rivière-là produise ou est supérieure? C'est rare le cas. Mais tu sais, à quel point il y a une concordance entre la capacité de production, puis sinon, c'est quoi qui manque pour qu'elle produise plus? Puis déjà, le Québec était à l'avant-garde avec la question des indices de qualité d'habitat. Fait que l'idée de l'indice de qualité d'habitat, c'est vraiment de dire, sur cette rivière-là, combien il y a d'habitat puis de quelle qualité il est en superficie. T'sais. On est encore, malheureusement, juste à... En gros, c'est un stade de vie. T'sais, on dit, c'est plus pour la croissance des juvéniles. C'est dire, OK, pour les tacons, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'il faut qu'ils puissent croître puis se rendre jusqu'avant la modification. Là. Fait que c'est quoi les habitats qui sont favorables à la croissance du saumon juvénile pour se rendre jusqu'au stade tacon? Puis, mais c'était quand même un peu désuet. Là. C'était fait sur des vieilles images, des vieilles photos aériennes. Mais c'était des défricheurs, des gens qui ont fait ça, ils ont vraiment fait tout un job. Là. C'est impressionnant. Puis après, ils ont fait de la photo-interprétation de ça, puis ça. Puis c'était déjà un outil supérieur à tout ce qui se fait partout ailleurs. Mais là, il y a comme une modernisation qu'on est en train de faire, parce que là, maintenant, tu as des photos aériennes à haute résolution couleur, tu as des données un peu comment lidar, ça. Là, on parle de thermographe, on parle on parle de... la thermie, c'est une partie de ça. Mais juste avec les photos aériennes, là, comme là... Avec des hélicoptères, avec des drones, avec des satellites... Toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Là, c'est comme... là, on était chanceux, il y avait comme le ministère des Forêts, là, avait fait comme une couverture du sud du Québec pour des besoins forestiers, mais il y a des rivières à travers ça, fait que là, c'est ça qu'on utilise. Juste parler, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec le ministère de la Faune, là, que je dirais depuis déjà 4-5 années, 5-6 ans même. C'est comme une grosse tâche d'utiliser des données plus récentes, plus précises, puis de refaire de rendre ça semi-automatisé, parce qu'avant, ça a été de la photo-interprétation faite par des gens, là. Photo-interprétation, donc de subjectivité, puis tout ça. Fait que là, c'est un processus qui, en gros, se passe dans un système d'information géographique où il prend les différentes sources d'information, puis à partir de ça, on évalue la qualité de l'habitat. Puis là, entre autres, un des étudiants au forum va parler de ça là, sur une partie, c'est comment on peut prédire la taille du substrat des rivières. C'est pas évident. Non, c'est incroyable. C'est incroyable les outils technologiques. Là, tu parles des systèmes d'information géographique comme ArcGIS qui est assez connu. Il y a des types d'analyses géospatiales qui se sont développées. Puis des possibilités, là, justement, avec ces outils-là. La force des ordinateurs et tout ça, c'est incroyable, en fait, ce qu'on peut modéliser puis demander comme question à tout ça. Vous l'utilisez beaucoup tous les deux. Toi aussi, Caroline, tu utilises plusieurs de ces types d'analyses-là. Sur quoi tu t'intéresses en particulier? Ben nous, en fait, ce qu'on aime utiliser, c'est des données ou des modèles pour informer la restauration des habitats à l'échelle du territoire. Comment est-ce qu'on peut faire de la mise en valeur, mais comment est-ce qu'on peut protéger aussi des systèmes? Donc, Normand parlait du LIDAR qui est des lasers. Là, c'est quoi ça? Peux-tu expliquer? Du LIDAR, moi LIDAR? Je vais l'expliquer, mais Normand, c'est le géographe. C'est un radar de police mais sous-marin. C'est des lasers qui ont été envoyés par un avion, puis ça te permet de créer un modèle numérique d'élévation ultra précis au millimètre près. C'est ça? Peut-être pas au millimètre près. Ben, à partir des avions... Est-ce que c'est un avion chinois? Non. C'est des gros ballon. Des ballons. Ouais. Non, mais juste préciser, peut-être le LIDAR, couramment, c'est une précision verticale, c'est peut-être une dizaine, 10-15 cm, mais tu peux faire des LIDAR, que tu peux avoir un appareil LIDAR que tu amènes ici à 6 pieds au-dessus du sol, puis là, ça va être hyper précis. Et même à ça, c'est beaucoup plus précis que les modèles d'élévation de terrain qu'on avait avant. Donc, c'est pas dans l'eau, c'est sur le bord, c'est sur la terre? C'est sur la terre, c'est ça. Mais ça voit dans la rivière, puis ça voit, en fait, quand quelqu'un passe, c'est un bip, c'est ça, quasiment? Ça prend les données de ce qui se passe dans l'eau? C'est de la réflexion qui est faite. Le LIDAR, c'est pas pour les poissons, c'est comme, imagine un avion qui envoie son signal LIDAR, puis il rebondit sur les surfaces. Ce lidar-là, il rebondit à la surface de l'eau aussi, il ne rentre pas dans l'eau. Il y a un type de lidar qui s'appelle le lidar vert, le lidar bathymétrique,
où là, le leader, il va rentrer, puis il va avoir un deuxième écho qui va être au fond de la rivière. Aïe, aïe, aïe. Fait que tu pourrais... Mais c'est pas encore super au point, ça. Fait que quand on parle de leader en général ici, là, c'est vraiment quelque chose qui donne un modèle du terrain. Là, La structure complète. Ça serait une super carte topo hyper précise, mettons. Là, Une maquette presque de ce que... Puis nous, on peut utiliser ça ensuite. Ce qu'on a fait, là, on a développé des modèles. On a commencé au Nouveau-Brunswick parce que les données LIDAR étaient disponibles avant le Québec. Puis les données étaient aussi un peu plus précises au Nouveau-Brunswick. Donc, ce qu'on a fait, on a développé un modèle pour pas voir la qualité des habitats, mais en fait, voir la fragmentation. Donc, on a été capable de trouver toutes les traverses de cours d'eau, que ce soit une traverse à gué, un pont, un ponceau, surtout. Fait que là, on a pu développer ce modèle-là dans le bassin versant Restigouche côté Nouveau-Brunswick. Quand les données ont été mises disponibles sur Forêt ouverte en mai 2021 pour la Gaspésie, puisqu'on était la dernière région à recevoir les données, mais enfin, on a pu modéliser. Puis là, on a tout un inventaire là, complet de toutes les traverses de cours d'eau pour toute la Gaspésie, incluant la vallée de la Matapédia et la rivière Métis. Prenez-vous les données brutes ou le modèle de terrain? On a pris les données brutes. Oui, parce qu'il y avait des filtres qui avaient été appliqués, puis ça ne nous permettait pas de faire le breaching model. Nous autres non plus. Non, c'est ça. Non. Mais là, on a pu, tu sais... On peut vous laisser bien, Myriam. En fait, ce qui est important, c'est que, tu sais, on se rend compte qu'en Gaspésie, par exemple, la zone qu'on a utilisée, il y a 3600 ponceaux sur le territoire, puis il y a, il y a à peu près 50%. Tu sais, il y a différents sous-bassins versants qui ont différents ratios là, de franchissables, non franchissables. Mais si on regarde pour la région au total, là, 50% sont infranchissables. Parce que les gens, quand on parle... sont brisés, sont dans la rivière, sont en état... Il y a des pentes, il y a des chutes à la sortie. Donc, les juvéniles, qu'on parlait des pouponnières, ils n'ont pas accès à ces pouponnières-là. Là, tu sais, souvent, les gens pensent à obstacle à la migration du saumon, gros barrage hydroélectrique. Si tu plantes un barrage hydroélectrique en aval d'un bassin versant, ça bloque toutes les choses. Mais, selon moi, là, toutes les traverses de cours d'eau, les ponceaux, c'est un petit cours d'eau, c'est une petite superficie d'habitat peut-être en haut, mais multiplie ça par des dizaines de milliers, ça devient vraiment important. Là, Ah oui, fait que moi, ça, c'est une des choses que j'ai essayé de... Oui, c'est incroyable. Aussi, la problématique avec Sylvain Jutra. Exact, on en a parlé avec Sylvain, avec Rémi Lesmeurises aussi, qui est le directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé, je pense, avec lequel tu as collaboré aussi, entre autres, sur la question des ponceaux, puis comment ça coupe le passage, au passage des juvéniles. Il y a des pêches électriques qui ont été faites un peu partout, puis c'est impressionnant de voir, c'est juste des résultats... préliminaire ou en fait c'est pas à si grande échelle que ça, puis on se rend déjà compte à quel point la présence de ponceaux peut couper la superficie d'habitat pour les juvéniles. Je me dis des fois, on est aussi fort que le plus faible de plus faible maillon de notre chaîne. Puis pour le cycle de vie du saumon en rivière, est-ce que vous pensez qu'il y a les habitats pour les juvéniles sont quelque chose de prioritaire ou est-ce que c'est un maillon faible ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que sont-ils les refuges thermiques aussi? Ou... Est-ce qu'on a besoin d'écoles pour nos enfants? Puis dans le fond, les juvéniles, c'est l'avenir du saumon. On parle tout le temps. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est là qui est la productivité. Là. C'était beau... faut que... Mais ça, comme... T'as beau remettre tes gros à l'eau, t'as beau de faire de la belle remise à l'eau pour tes gros saumons, si tu s'occupes pas de tes juvéniles, ça, c'est une perspective de pêcheur. De CHSLD. C'est une perspective de pêcheur. Non, mais je veux dire, au bout du compte, oui, tout à fait. C'est bien de s'occuper de ces CHSLD avec ces gros saumons, mais je veux dire, il faut s'occuper des... Mais j'ai l'impression, en plus, que c'est pas une corvée de beaux-frères, c'est des milliers, des dizaines de milliers de ponceaux. Est-ce que, pour vous, comme chercheur, peut-être Normand, mais Caroline, tu es là-dedans aussi depuis plusieurs années, est-ce que vous sentez présentement, moi je sens, en tout cas dans mon entourage, je sens que à plusieurs domaines, le citoyen commence à lever la main. Et je ne sais pas si la pandémie a fait quelque chose, a ébranlé des choses, mais tu sais, notre territoire,
On dirait que là, maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dessus, que ce soit avec la Fondation Rivière, que ce soit avec d'autres, ce qui s'est passé aussi en Abitibi avec la minière. On est de plus en plus conscient. On parle aussi beaucoup de la forêt parce qu'on l'a utilisé aussi. Ici, on était le garde-manger d'une grande partie, comme certains pays d'Afrique ou certains pays d'Asie maintenant, quand c'était le buffet à volonté. On venait ici, puis on prenait tous les ponceaux, c'est ça. On dirait qu'on défrichait un coin de bois là, puis on disait, ta minute, au lieu de passer par-dessus la petite colline là, avec coupe d'on là, on va aller là-bas, on se faisait un ponceau. On a fait ça, puis ces ponceaux-là n'existent même plus pour à la limite faire du 4 roues, que je ne suis pas de cette religion-là, mais je dis juste que, puis ça, c'est pas une corvée de beaux-frères, là, c'est des milliards de dollars pour nettoyer notre territoire, puis redonner de la nature à ça. Là, si les dauphins sont revenus à Venise, bon, c'est peut-être un Photoshop, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que c'est abyssal, c'est pas juste, c'est un projet de société, mais c'est comme... petit peu par petit peu, c'est les importants, c'est de quantifier tous ces ponceaux-là, de dire, regardez, ceux-là, on les abandonne, la nature va monter dessus, mais est-ce que... C'est ça, mais tu sais, même s'il y a une route abandonnée puis la forêt a repris la route, tu sais, nous, avec le modèle LIDAR, on a identifié des ponceaux sur des routes abandonnées puis il n'y a plus de route là, mais le ponceau cause encore des problématiques à la qualité de l'eau, au passage du poisson, mais tu sais, c'est plus sur une route. Fait que tu sais, là, on a les données, là, il faut vraiment aller de l'avant à comment est-ce que localement, régionalement, les intervenants peuvent prioriser les compensations d'habitat ou les restaurations d'habitat. Donc, à l'échelle du bassin versant, rivière par rivière, comment est-ce qu'on peut faire un modèle de priorisation de quel ponceau on doit faire en premier pour donner le meilleur bénéfice rapidement au saumon. Ouais. Donc, là, on est dans la phase de préparation avec les organismes de bassin versant. Là, il faut rencontrer la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Parce que c'est une chirurgie quand même importante. Là. Quand tu envoies une équipe, mettons, des équipes qui vont aller faire ça, ça se fait pas n'importe comment, parce qu'il ne faut pas que tu crées du dommage non plus. Là. Exactement. Puis tu sais, ça se fait, justement, tu l'as dit, ça se fait en grosse collaboration. Tu sais, notre équipe aussi travaille là-dessus. Puis je me rends compte qu'il y a des équipes aussi qui développent d'autres approches, qui ne travaillent pas nécessairement sur le saumon, mais qui vont travailler sur l'enjeu des ponceaux, qui ont quelque chose à apporter aussi à la réflexion. Puis l'idée de la priorisation, de faire des inventaires efficaces, de faire des actions efficaces, c'est vraiment là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, parce qu'on peut, oui, changer les ponceaux, mais je sais que vous faites aussi, avec ton organisation, beaucoup d'aménagements pour que les ponceaux soient de nouveau franchissables, mais sans nécessairement les changer. C'est ça. Mais dans le fond, une façon moins coûteuse là, de restaurer le passage du poisson à l'aval d'un ponceau qui est maintenant perché, parce que sûrement qu'il était trop petit à la base. Donc, il y a une chute qui se crée à l'aval du ponceau. Donc, au lieu de changer le ponceau, parce que les compagnies forestières ou peu importe, le propriétaire du ponceau, ben, ils font comme, ben moi, j'ai pas prévu de changer ce ponceau-là pour les 20 prochaines années. Il remplit sa fonction de passer l'eau. Tu sais, l'intégrité de ma route est correcte, l'intégrité du ponceau est correcte, donc on ne veut pas le changer, ça coûte trop cher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ajuste à l'aval du ponceau le seuil. Donc, on remonte le niveau de l'eau, puis on vient inonder la chute elle-même du ponceau. Donc, ça nous permet de hausser le niveau de l'eau à l'aval, puis maintenant, après, le ponceau, le poisson, il peut traverser le ponceau. Donc, mais c'est intéressant aussi de, justement, voir des solutions alternatives. Je pense qu'à un problème complexe vient une multiplicité de solutions, là, sinon on n'arrivera jamais à rien. Donc, ça devient un peu complémentaire aussi avec le fait que, oui, des fois, oui, faut les changer, puis ça coûte très cher. Est-ce que avant, c'était pas inclus, excuse-moi, je t'interromps, mais par rapport au ponceau, quand les compagnies forestières venaient dans la forêt québécoise pour sortir du bois, ils bâtissaient ce qu'ils avaient besoin, mais il n'y avait pas d'entretien là-dedans. Ils s'en allaient, ils disaient, on a fait ça, on a repris notre bois, merci beaucoup. Est-ce que cette loi-là, il me semble qu'on en a parlé dans un autre, je me souviens pas si c'est... Est-ce que c'est en train de se passer? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va inclure... Qui appartiennent les ponceaux? Ouais, non, c'est ça. Qui appartiennent les ponceaux? Je les laisse en cadeau. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Il faut s'occuper du passé, là, des ponceaux qui sont déjà là, qui sont brisés, tout ça. Puis c'est tout, mais il faut absolument qu'il y ait une législation claire sur la suite des choses. La suite des choses après, parce que tu as les ponceaux, les routes qui sont utilisées à maintenir. Puis là, je pense qu'il faut que ça soit clair que la fonctionnalité du ponceau, c'est pas juste d'évacuer l'eau,
mais c'est de permettre le passage des poissons aussi. Absolument. Fait que là, ça, c'est comme, faut que ce soit réglementé que celui qui a la responsabilité va maintenir le passage. Puis, qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'est ça, mais c'est pour le futur. Ouais, il Oui, faut que... c'est ça. Eh ben, On peut régler tout ça, Ouais. mais tu sais, faut pas qu'on continue à régler les choses encore dans 60 ans. Là. Donc, passer abandonné, c'est quelque chose aussi. Ouais. là, Ah tu sais, oui, ben, vraiment, qui en hérite après, là? Oui, puis tu sais, quand on parle de libre passage, on peut aussi, pour le saumon, il y en a peut-être un peu moins, mais en général, ça demeure un enjeu. Les anciens barrages hydroélectriques qui ont été construits, bon, tu sais, peut-être à l'époque, il y a un peu plus longtemps quand même, qui permettaient d'alimenter soit des petites industries, la petite scierie, le moulin ou peu importe, du village, qui se faisaient des petits barrages hydroélectriques un peu partout qui sont laissés à l'abandon, qui sont sous la responsabilité de l'État. Tu sais, finalement, c'est nous autres collectivement qui payons pour ça, mais qu'on sait pas, je trouve que c'est pas encore rentré dans la culture au Québec. J'allais dire, quand on voit l'état de nos routes, non, mais ils sont visibles, ils ne sont pas dans le fin fond du territoire. Absolument, mais restaurer ces passages-là aussi, c'est un autre élément qui éventuellement va faire partie du futur. C'est ça, parce que pour là, l'accès au pour territoire. pour l'instant, on dirait que ces structures-là sont la responsabilité de la sécurité publique. Ouais. Point barre. Absolument. Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui regarde ça au niveau du poisson. Là. Là, donc, il faut que les peu. ministères de la Ça faune... commence, Ça commence, là. mais ça. c'est encore effectivement très peu, puis fort heureusement, les gens du saumon sont là pour... Aller mettre quelques cônes oranges dans le bois pour... Non. J'aimerais ça, Louis, qu'on puisse parler peut-être d'un autre type d'habitat. On l'a effleuré un peu, mais on a parlé de la thermie puis des refuges thermiques. Je sais que vous travaillez aussi beaucoup là-dessus. Oui. Puis j'aimerais ça, en fait. Je sais que toi, Normand, tu travailles sur différentes choses, de la caractérisation de refuges thermiques. Tu été aussi co-fondateur du réseau de suivi de température des rivières à saumon. Rift Temp. De Rift Temp, exactement. Peux-tu m'en parler davantage? La thermie, c'est le futur de la recherche. Oui! Ouais, Non, mais c'est clair que pour moi, c'est un des enjeux majeurs là, qui va affecter de façon différente certaines rivières. Si tu es une rivière, évidemment, plus les rivières près de l'extension sud de l'aire de distribution. Puis si t'es plus au nord puis que l'eau se réchauffe, peut-être que ça va juste améliorer ta productivité un peu. Là. Mais tu sais, fait qu'il y a deux composantes. Là. Il y a d'être capable de faire un suivi de comment la température de la rivière évolue. Ça, c'est comme l'habitat dans lequel le saumon va évoluer. Puis après, il y a dans les rivières qui sont plus chaudes, est-ce qu'il y a la disponibilité de zones d'eau fraîche où les saumons vont pouvoir aller se réfugier? Parce que on sait, là, les poissons ont des petites fenêtres là, d'optimalité. Premièrement, je fonctionne-tu à mon plus grand potentiel dans cette fenêtre-là? Puis après, tu as des fenêtres que tu tombes en difficulté. Puis après, ça peut être de mortalité. Fait que nous, ce qu'on avait voulu, c'était d'être capable de trouver, entre autres, de cartographier les refuges thermiques pour savoir s'il y en a de disponibles. Mais tu sais, le problème avec la température de l'eau, c'est que tu n'es pas capable de voir cette température. Tu ne vois pas la température. Là, fait que c'est pour ça qu'on s'est lancé dans les caméras infrarouges, là, les survols aéroportés. Au début, on avait l'ambition de faire ça avec des drones. T'sais. Là, on s'est rendu compte que faire 80 km de rivière en drone, c'est pas Tu risques de retrouver ton drone dans une... Ça prend 500 batteries. Suivre en canot, puis tout ça. Fait que là, on a switché au mode hélicoptère, puis on a installé des caméras dans un pod là, de transport. Là. Wow. Puis là, on fait des survols. Puis là, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire l'inventaire des refuges, des zones d'eau fraîche. Vous vous promenez en hélicoptère, genre au-dessus d'une rivière. Ouais. Puis là, vous avez la température de l'eau. Vous pouvez enregistrer la température de l'eau à chaque... C'est une photo. C'est une photo. Là, souvent, on a déjà vu des photos. Quand c'est plus foncé, c'est plus froid. Puis on met avant de faire le survol, on met des thermographes aussi pour être capable de recalibrer. Mais nous, en général, quand on fait ça, tant qu'à survoler, on prend des photos haute résolution aussi, là, optique. On prend une photo, puis optique et infrarouge.
Fait que ça permet d'avoir Sur quelle rivière vous avez fait ça dernièrement, Normand? Vous avez fait ça? Écoute, on l'a fait. Les premières rivières, c'était la Matapédia. On a-tu commencé avec la Matapédia ou le... Oui, ben c'est la Matapédia. Ouais, Matapédia avec c'est la même été. Puis dans le fond, là, en 3 ans, 2011, 12, 13, on a pu faire tout le bassin versant de la rivière Restigouche. Wow. Ça là, tu sais, on a 1826 ou 1852 refuges thermiques cartographiés, identifiés, classifiés. On sait c'est quoi qui drive les processus thermiques à ces endroits-là. Puis après ça, Normand, il a fait d'autres rivières, les rivières de Gaspé. Les 3 rivières de Gaspé, Ouais. Dartmouth, York, Saint-Jean. Puis ce qu'on a découvert aussi, là, ce qui est intéressant, c'est que oui, tu as les refuges thermiques, mais tu sais, souvent, en tout cas dans le monde scientifique, on avait l'impression que l'eau est fraîche en amont, puis plus tu t'en vas vers l'aval, plus elle réchauffe, tu sais, parce qu'elle est exposée plus longtemps. Mais entre autres, sur les 3 rivières de Gaspé, là, on voit vraiment ça. Tu as des zones où la température va se refroidir, puis après, elle va se réchauffer, puis après, elle va se refroidir. Fait que il y a des zones, il y a des endroits où, en gros, là, le refroidissement, là, c'est de l'eau souterraine. L'eau souterraine est presque toujours à la même température, là, 5, 6, 7 degrés. Fait que s'il y a des endroits où l'eau souterraine est concentrée dans la rivière, ça va créer une patch de rivière d'eau plus fraîche. C'est pas mal toujours ça le processus. Mais à une autre échelle, c'est ça, si la rivière est plus large, elle est moins profonde, il n'y a pas d'arbres sur les côtés, bien là, le soleil va réchauffer rapidement l'eau. Puis là, si tu retombes dans un endroit où il y a, par exemple, localement beaucoup d'eau souterraine qui arrive, bien là, ça peut faire baisser la température. Fait que c'est beaucoup moins... Il y a comme différentes échelles, moi, je commence à penser, de refuges thermiques. Tu as les refuges qui sont très locaux, où tu as une résurgence d'eau souterraine. Ouais. Puis tu as des tronçons plus longs qui peuvent être de quelques kilomètres, qui vont être plus chauds ou plus froids. Puis il faut, en tout cas, commencer à... Donc, dans sa montaison, parce que, tu sais, moi, je me fais le porte-parole des pêcheurs et pêcheuses, mais, tu sais, nous autres, moi, je pêche beaucoup entre les pancartes. Le saumon, c'est pas qu'il y a une pancarte et une fosse. Mais donc, est-ce que vous avez observé que des saumons, donc, en fait, les saumons, si j'essaie de comprendre, parce que c'est plutôt simple, mais j'essaie juste de faire un parcours dans ma tête. Le saumon monte, il fait froid, l'eau, je suis bien ici. Puis quand on dit, il remonte, là, tu sais, la rivière. Donc, ils peuvent passer pendant plusieurs kilomètres dans une zone un peu chaude. C'est que dans leur transport, dans leur mouvement, leur montaison, ça fait partie de ça aussi. C'est de retrouver une zone où l'eau est bonne. Ou ben non, ils peuvent s'arrêter dans une zone un petit bout de temps, quelques jours dans une eau un peu plus chaude, puis à un moment donné, il fait comme ah boy, OK, puis il va remonter ou il va redescendre. Est-ce que c'est toujours. Parce que, tu sais, moi, j'avais le cliché qu'il recherchait l'endroit pour frayer, mais quand il arrive en début de saison, la fraie, on se reparle après la fête du travail, là, tu sais, on se fait un clin d'œil à la fête du travail. Mais donc, il remonte sa rivière, puis il cherche des zones où il est bien pour être bien, là, pas mais pour... tant que la température est correcte, ils sont fous, il est un peu partout, tu sais. Mais je sais pas si tu as déjà remarqué, peut-être quand il fait vraiment chaud, là, souvent, les saumons vont, sur une rivière, ils vont être dans 2 ou 3 fosses. Tu sais. Il y a comme des fosses où tout d'un coup, tous les saumons se ramassent. Absolument. Puis là, ça, c'est là qu'on est rendu, nous, là, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont, ces fosses-là. Souvent, on se dit, il doit y avoir de l'eau froide, c'est profond, puis tout ça. Fait que qu'est-ce qu'il y a en dessous? Fait que là, on a des étudiants qui commencent à travailler là-dessus. Puis là, entre autres, on a fait dans quelques rivières, les 4 rivières l'été passé, on a fait des mouillages. Fait que on a mis une corde, tu sais, avec un flotteur, puis ancré avec des thermographes à différentes hauteurs. Puis là, parce que souvent, on se dit, c'est parce que c'est profond, l'eau va être fraîche, tout ça. Mais effectivement, tu sais, dans un lac, là, ça stratifie. Là. À un moment donné, l'eau vient chaude en surface. Thermocline. Oui. L'eau vient chaude en surface. Content de sortir le seul mot technique. Je suis un ancien plongeur. T'aurais-tu une petite étoile à mettre dans son casier? Non, c'est parce que je suis un ancien plongeur, puis quand tu penses, puis il t'explique la thermocline, à un moment donné, tu la sens, c'est comme si quelqu'un ouvre la fenêtre de l'auto en plein hiver, tu fais comme, OK, la thermocline. Mais tu sais, ça se produit parce que l'eau est stagnante dans un lac. T'sais. Mais dans une rivière, normalement, on s'attend à ce qu'il n'y aura pas de stratification parce que c'est tellement turbulent, là, l'eau, que ça va se mélanger uniformément. Mais là, puis là, notre hypothèse, c'était que quand, mettons, tu as ta rivière et tu arrives dans une très grosse fosse, avec l'eau, c'est comme ça freine. Là, tout d'un coup, elle s'installe. Elle s'installe, on voit, là, ça devient quasiment des lacs fluviaux. Là. Fait que là, on se disait, y a-tu possibilité qu'il s'installe une stratification dans ces fosses-là? Puis là, peut-être que c'est profond, fait que peut-être que tout l'été, tu as une stratification. Mais là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que ces fosses-là,
il y a une stratification diurne qui se crée. OK. Ça veut dire que quand il commence à faire s'il fait très chaud, là, l'eau, elle va se réchauffer juste en surface. Parce qu'on sait, là, durant la journée, là, l'eau, elle varie. Là, elle vient fraîche la nuit. Puis ça, c'est un cycle journalier. Fait que quand il fait très chaud, dans les grosses fosses, l'eau est capable de se réchauffer à la surface sans être mélangée avec le fond. Fait que le fond, lui, il reste comme isolé de la surface. Fait que l'eau, elle reste fraîche, puis la surface devient chaude. Fait que il reste quand même... ces fosses-là peuvent avoir 1, 2, 3 degrés plus frais. Mais au fur et à mesure que la journée se finit, la surface de l'eau va se rafraîchir aussi. Puis là, la différence de température entre le fond et la surface disparaît. Est-ce que c'est parce que la chaleur monte? En fait, l'eau chaude resterait au-dessus de l'eau froide? Exact. Chimiquement. Puis, inversement, Il y a manière à prendre la fraîche à cause que la noirceur arrive, puis là, elle vient se mélanger. Quand la nuit, l'eau se rafraîchit, elle va descendre, elle est plus dense, qu'elle s'en va au fond de la fosse. Donc, on approche de la pêche de nuit. À flashlight, comme dans le bon vieux temps. Non. Avec des chaudières de chaud. Ah non, de chaud. Non. Avec un jig. Avec un jig, puis des filets, puis des... Mais hyper intéressant. Donc, en fait, le saumon... donc, là, vous répertoriez ces piscines-là, en fait. Puis là, dans le sens, là, si on fait juste... On commence. C'est ça. Mais non, mais moi, je trouve ça plein d'espoir. Je trouve ça magnifique, ce que vous faites là. Mais donc, si on étire ça après ça, ben là, on va aller voir ces piscines-là, puis d'autres piscines, on va dire, mon Dieu, elle est un peu loin, celle-là. Qu'est-ce qu'on a autour? Ah, il y a un ponceau là. Ah, ben, je vais appeler cette forestière-là milliardaire. Ah non, ils répondent pas. Je vais appeler au ministère de la Faune, puis on va faire quelque chose avec ça. Dans le fond, c'est tout ça. Là. C'est toute la colonne vertébrale de la rivière. Puis là, on va voir qu'est-ce qui se passe autour, puis on fait comme... Ben voyons donc, ce petit tributaire-là qui nous donnait de l'oxygène. Là, j'ai 3 km à Saint-Jean où il y a un barrage là, où là, vous allez essayer de... Ou tu sais, c'est ce petit tributaire-là, on sait qu'il amène de l'eau fraîche dans la rivière principale. Mais là, je ne laisserai pas décaper la forêt de ce bassin-là, là, parce que là, ça va réchauffer. Contourner ça ou... Ce qui est difficile... vas-y. Non, ça, c'est bon. Moi, j'aime ça, c'est bon signe. C'est bon signe quand on a 2-3 sujets. Je trouvais, oui, j'avais justement en tête depuis tantôt là, les refuges thermiques qui sont créés par des tributaires aussi. C'est un point super important. Oui, on peut réagir, en fait, réagir quand il y a quelque chose qui a nuit à ce ruisseau-là, mais il y a aussi en amont toute l'action qu'on peut faire pour mieux les protéger, mieux protéger les milieux. Puis je me rappelle l'année passée, dans une de nos tournées de terrain, mes chargés de projet vont parler avec les gestionnaires, puis faisaient le tour justement de Ponceau, c'est surtout là-dessus, mais finalement ça nous amène toujours à parler du tributaire en tant que tel, de température et blablabla. Puis il y en a plusieurs qui nous ont mentionné aussi qu'en amont de certains tributaires vraiment froids, il y a des milieux humides. Là, moi, je trouve que c'est un nouveau, c'est une nouvelle ouverture encore plus sur une vision écosystémique de notre aménagement, notre utilisation, notre protection du territoire, parce que là, on est encore plus dans le processus. Probablement que ce milieu humide-là permet aussi de créer ou de garder froid une certaine quantité d'eau qui est amenée après ça dans le ruisseau puis qui arrive à la rivière. C'est tellement intéressant. Pourquoi au départ il y a un milieu humide, là? C'est parce que l'eau, la nappe, elle fleure à cet endroit-là. Fait que ça veut dire que c'est cette eau souterraine-là qui alimente ton petit ruisseau froid. Là, fait que ça, c'est... Oui. C'est ce que je trouve beau dans les rivières. Puis, vous avez passé votre vie là-dedans, mais comme moi, je me retrouve dans le creux d'une rivière en train de pêcher, idéalement au petit matin, là, puis que tu vois ces affaires de roches-là, ces deux sections-là, c'est qu'il y a plusieurs millions d'années, c'était pas ça. Il y a un petit filet d'eau qui est embarqué, puis à un moment donné, là, on s'imagine, à la force d'un petit filet d'eau, puis là, ça fait crunch, puis ça s'est ouvert. Donc, il s'en passe des choses aussi en dessous. Toute la dynamique de la rivière, moi, c'est ça. Fascinant. Souvent, je dis aux étudiants, première journée de stage, c'est quoi la différence entre un lac et une rivière en termes de genèse, puis là, des fois, je les guide un peu. Mais un lac, dans le fond, c'est une dépression, puis il y a de l'eau qui s'est ramassée dedans, mais la rivière, dans quoi elle coule, c'est auto-formé. On dit que les rivières, c'est auto-formé. Là. C'est elle qui a érodé ça, c'est creusé, incisé le lit, élargi la vallée. Ça, je trouve que c'est noble, une rivière. C'est incroyable, puis je trouve que ça a été un peu...
les rivières, je trouve, qui ont été un peu les mal-aimées, disons, d'un certain sens, parce qu'on se disait c'est de l'eau vive, fait qu'on peut jeter nos déchets dedans. C'est hyper la drave, ça s'en va en bas. La si tu le drave, vois ça pas. s'en va, ou c'est dilué, ou... contrairement à un lac où si tu pitches tes affaires, ils vont juste couler au fond ou rester là. Fait que tu Effectivement. le vois, Ben oui. tandis que les rivières, en étant de l'eau vive, j'ai l'impression qu'on leur a pas donné suffisamment d'amour. Et là, ça revient, là, bien évidemment, parce qu'on se rend compte qu'elles ont toute leur importance au niveau écologique. Mais ça m'a toujours surpris, puis je trouve ça magnifique. Est-ce que nos rivières, je t'ai peut-être déjà posé la question, Myriam, est-ce qu'ils sont patrimoine mondial, nos rivières à saumon? Malheureusement, non, mais... Ça pourrait être un combat, parce que j'ai l'impression, j'y vais à vue de nez avec une culture générale assez sommaire, mais je veux dire, je suis convaincu que si on lisait ce que ça donne, un patrimoine mondial, après ça, dans ce qu'il faut protéger, je suis convaincu que ça sauverait peut-être des problèmes. Bien, à Cause-Abscal, avec la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia, le site Matamaja, ils ont développé un pôle de patrimoine du saumon dans cette communauté-là. C'est absolument fascinant, là, ce qui peut être fait, là. Le sentiment d'appartenance, c'est ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de patrimoine réel qui est autour du saumon, des rivières à saumon, autant les aspects culturels qu'environnementaux qui sont reliés avec ça. C'est beau ce qui se passe dans le coin, justement, de Matamaja, c'est merveilleux. Les rivières à saumon sont les seules rivières à bénéficier d'un statut particulier dans la réglementation fédérale en vertu d'une espèce qui s'y trouve. Puis ça, je pense que c'est très révélateur, en fait, de l'importance de ces rivières-là. Puis je pense qu'on peut aller plus loin. Il y en a qui vont plus loin, puis collectivement, on pourrait aller plus loin. Tu sais, en France, je n'ai pas le détail, là, mais je sais qu'ils ont un label là, qui est Rivière sauvage, je pense, quelque chose comme ça. Là. Oui. Puis ça, je me suis dit, peut-être qu'éventuellement, on pourrait essayer de copier ça, là, de donner un statut, c'est comme un genre de réserve, tu peux pas faire n'importe quoi là, sur ta rivière. Peut-être, hein? Moi, en tout cas, c'est un dossier qui peut m'intéresser. Non, mais c'est le genre d'affaire que tu dis, bon Dieu, c'est de parler aux citoyens, de parler aux pêcheurs, puis aux politiciens. Ben, aux politiciens aussi, non, c'est ça, là? Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, c'est juste que moi, je suis toujours surpris parce qu'il y a des gens, au bout du compte, vous le savez, la famille, tu parlais de ta famille tantôt dans cette région-là, il y a beaucoup on vit beaucoup, c'est une industrie aussi, au bout du compte. Les gens viennent pêcher le saumon. Il y a des gens qui viennent de la Suède, il y a des gens qui viennent des États-Unis, de la France pêcher, c'est leur voyage annuel. On est quand même dans les plus belles rivières à saumon au monde. Je me dis, ben peut-être qu'en les rendant patrimoine, puis en faisant... mais il y a de l'espoir. Moi, quand je vous entends parler, bon, des fois, je remets en question mes choix de vie à 25 ans. Je dis à Myriam, je trouve ça tellement passionnant, en fait, ce que vous faites. Puis toutes les personnes qu'on a rencontrées aussi au balado, je me dis, il me reste encore pas mal de temps, puis c'est pour ça que j'ai envie de m'impliquer, mais je trouve ça tellement beau, ce que vous faites. Je trouve que ça... Puis tu sais, on a vécu, le début de la colonisation ici au Québec, quand c'était le temps d'utiliser la drave pour sortir le bois, on en avait besoin, on élevait nos familles, nos bonnes vieilles grandes familles nombreuses québécoises. Mais là, on est en train, on dirait, avec des chercheurs comme vous, puis avec d'autres, pas de réécrire l'histoire, parce que l'histoire va toujours être là, mais d'essayer d'améliorer pour la suite du monde, tu sais. Ça, les rivières ont été utilisées là, terriblement. Là. Avant, ils mettaient de la dynamite dans la rivière pour écoute, la drave. Là. Les rivières sont rendues larges, sont rendues peu profondes. Puis c'est ça, on a tellement détruit que là, notre seul espoir, c'est de faire sûr qu'on peut améliorer ce qui reste face au changement climatique, puis face à toutes les autres... les rivières sont quand même résilientes. Là, ouais. Si tu enlèves... Souvent, là, c'est un carcan, là, tu as de l'enrochement à ces rives, ça, mais si tu enlèves l'enrochement, là, la rivière elle va retrouver son équilibre. On l'appelle l'équilibre dynamique de la rivière. Là. Fait que souvent, on la contraint pour des raisons soit d'inondation. Puis, tout est légitime. Là, on veut protéger la route, on veut protéger le terrain, tout ça. Mais peut-être qu'on peut faire mieux maintenant. C'est ça qu'historiquement, là, où est-ce qu'on passait les routes? Quand on a construit les premières routes, c'était où il était le plus facile de passer les routes? C'était sur le bord des rivières. Parce que on suivait le terrain plat. C'est normal. T'sais. Mais là, les routes sont là. Fait que là, les maisons sont là. Fait que tout notre développement urbain est fait sur le bord des rivières. Ouais.
Puis moi, j'avais eu espoir à un moment donné, tu sais, quand vous avez... Est-ce que Thomas Buffin-Bélanger est venu parler du concept, puis Pascal Biron du concept d'espace de liberté, tout ça. Tu sais, moi, j'avais espoir, tu sais, que, par exemple, un moment donné, quand il y a eu le fameux plan Nord, là, tu sais, je m'étais dit, plan Nord. Tu sais, si on est pour développer, essayons donc de le faire différemment cette fois-là. Là. Parce que c'est pas vrai que là, à long terme, c'est économique de mettre ta route sur le bord de la rivière parce que tu vas être obligé d'enrocher, puis ton enrochement, tu vas être obligé de le refaire aux 5 ans quasiment. Fait que, oui, peut-être ça va te coûter plus cher de passer ta route un peu plus loin ou de ne pas t'installer direct sur le bord de la rivière, mais à long terme, ça va être payant puis ça va être mieux pour la dynamique de la rivière, de pouvoir juste évoluer comme elle devrait évoluer. Parce que là, souvent, c'est ça, l'homme a toujours voulu contraindre la rivière. Avoir une vue, il y a eu ça dans... Oui, avoir une vue, ça, là, faut... Non, mais c'est ça, avoir une vue, il y a eu ça. Mais moi aussi, je suis de même, tu sais, c'est un beau... J'allais sur le bord de la rivière, c'est cool, tu sais. Mais... Ou sur le bord de la mer, puis on le voit à certaines places où que la mer, il perd de 10-15 pieds par hiver. Je veux dire, à un moment donné, recule ton chalet puis passe par-dessus la route parce que la route est à côté sur la 132. On voit ça souvent en Gaspésie, il y a ça. La route. Puis mettons, à l'approche du forum qui va avoir lieu dans les prochains jours et tout ça, puis avec les étudiants qui poussent, puis là, je te vois encore, jeune trentaine peut-être. Là, Oui, très jeune trentaine. Très jeune trentaine, 30 ans et un jour. Mais il y a de l'espoir, il y a beaucoup de monde en action, beaucoup de partout. En fait, c'est très fédérateur, la fédération, mais il y a beaucoup de monde qui viennent jouer là-dedans. Est-ce que en terminant, peut-être Caroline, j'ai une question, parce que on dirait que de faire partie d'une communauté, toi, comme tu fais, tu es au courant de tout. Est-ce que ce qui s'est passé, ce qui se passe avec le climat, parce qu'on dirait qu'on parle à certaines personnes plus vieilles qui nous disent « ben c'est déjà arrivé des étés où il n'y avait pas d'eau. L'eau était chaude, il n'y avait pas de saumon, il n'y avait pas de montaison. » Est-ce que tu entends ces histoires-là dans la communauté ou c'est juste moi qui ai entendu certaines histoires? Ou... Non, mais en fait, puis on a des observations du passé aussi, là. C'est certain que les rivières se réchauffent, c'est certain que les rivières sont de plus en plus basses. La tendance est vers là. Oui, ça se peut qu'il y ait eu un événement à un moment donné, mais là, la fréquence des événements extrêmes, là, s'en vient de plus en plus. On va le voir à tous les étés, là, sûrement. Il y a des années, il y a quand même pas mal d'eau en juin, tant mieux. T'sais. Mais des fois, il y a des mois de juin, là, c'est déjà en étiage d'août. On voit des dynamiques, mais c'est certain que ça change. Là, puis la tendance est vers ça. Est-ce que la neige a un effet? Tout à fait. Oui, je me demandais... Qu'est-ce que tu veux dire? Un effet, parce que des fois, ils disent il y a eu beaucoup de neige. La quantité de neige. On dirait que ça disparaît rapidement, même quand il y a un gros hiver neigeux à cette heure. Ce qui est troublant, c'est qu'on dirait que ça prend quelques semaines seulement, puis la température de l'eau... Mais il y a beaucoup de ça qui va rejoindre la nappe souterraine. Oui, il y en ruisselle. Parce que les débits l'été, là, c'est ton eau souterraine qui l'amène surtout. Tu as un gros orage, mais sinon, là... C'est ton eau souterraine, fait que la recharge de la nappe phréatique est super importante. Puis, dans le fond... non, on n'avait pas parlé de la nappe. Non, là, j'allais parler de la neige, puis la quantité de neige, en Gaspésie, il y en a énormément. À Meurthe-de-Ville, c'est comme le hub du ski, là. Puis, la Cascapédia, par exemple, il peut avoir des débits de pointe, là. Ça a débloqué la rivière, a fait tasser là, le pont... de la 132. Fait que c'est puissant, puis ce que nous, des fois, on observe, c'est que si tu as de la pluie à la neige au printemps, dépendamment, des fois, tu vas avoir une fonte des neiges rapide. Fait que là, tu vas avoir un débit de pointe qui va arriver. Après ça, le débit va redescendre, puis après ça, tu as de la pluie, le sol est encore gelé. Fait que là, tu as deux pics de débit, puis ça peut être problématique là, pour les frayères. Là. Donc, si on a juste un débit de pointe avec la glace, puis c'est pas trop érosif là, pour le substrat de la rivière, ben, tant mieux, mais des fois, il y a des années... Puis il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est super important là, lié au changement climatique, c'est que, par exemple, les œufs, ils ont besoin d'un certain nombre de degrés jour pour éclore, pour se développer. Fait que c'est un nombre assez fixe. Là, fait que s'il ne fait pas très chaud, ils vont prendre plus de temps à se développer, donc ils vont éclore plus tard. Mais si ton eau est plus chaude, bien, ils vont se développer plus vite puis ils vont éclore plus tôt. Ouais, des prématurés. Et tout ça, il y a pas que seulement qu'ils sont prématurés, ils vont être développés comme il faut, mais l'environnement ne sera peut-être pas prêt à les recevoir. Parce que, tu sais, ils appellent ça le mismatch, je ne sais pas en français c'est quoi le mot, mais tu sais, tout est timé pour que... la synergie de la nature. Oui, l'ontologie, tout ça, du cycle de vie, fait que quand le poisson arrive, il y a l'environnement qu'il faut, la nourriture qu'il faut, mais là, si
il se développe plus vite, puis mettons qu'il éclot en pleine crue de printemps, là. Au revoir. Ouais, Alors, on il va. va partir. Tu sais, fait que c'est tout ça là, qui est vraiment touché. Puis c'est la même chose pour les smolts qui sortent des rivières. Tu sais, s'ils arrivent en mer à un moment différent, qui est habitué, puis que ils s'en vont là pour grossir, pour s'alimenter. Là. Tu sais, s'ils arrivent là, puis que la bouffe est pas au rendez-vous parce que ça a changé. Ils se mettent à- C'est toute une question de Ouais. timing. tu sais, Ou même là. la présence de d'autres espèces, là, tu sais, comme Oui. avec on avait évalué la prédation du cormoran, mais dans le fond, il y avait beaucoup moins de prédation des smolts qui sortaient quand les éperlans ou le capelin il roulait. Fait que si le capelin il roule, yes sir, pour les smolts, là, ils ne se font passent pas à travers ça, prédater. puis Là. ils font aller- Donc, tu sais, c'est vraiment important les autres espèces dans l'écosystème aussi, là. Fait que c'est pas juste saumon, mais oui, c'est important. Tout est interrelié, c'est ce qui Tout est beau est dans, interrelié. Tout est dans dans la tout, nature. comme disait Tout le est dans sage. tout, ouais, puis c'est quasiment une phrase pour finir un balado. Merci à vous. La discussion va continuer, puis c'est ce qui est le fun avec ces rencontres-là, vraiment du fond du cœur. Puis on a appris plein de choses, puis on pourrait jaser encore 1 heure, mais je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir aller voir vos noms, puis aller regarder vos recherches, puis aller voir ce que vous avez fait. Mais merci, en espérant peut-être se croiser un jour sur le bord d'une Merci rivière à à vous. Saumon, puis Yes, sûrement. checker la thermie. Ouais. Merci. Avec On va nos vous donner un bouches. petit thermographe bientôt pour Ah, prendre ouais. les Ben oui. températures de l'eau. Ah ouais, Ça s'en vient. On est parti. Ah, pour chaque pêcheur? Oui, Ah ouais, c'est une bonne pour idée. participation citoyenne. Ah, tu sais. ah ouais. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Fournir, coordonner. On a parlé avec Myriam, là, c'est dans notre plan de match. Là, Il y avait ça. J'en ai un, moi, pour la nourriture quand je cuisine, mais c'est qu'il y en a des lasers pour la rivière. On s'en reparle de ça tantôt. Hey, merci à tous. Au plaisir. Merci Merci, beaucoup. bye. Merci Merci. beaucoup.